15 heures sur Télé Djibouti, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle édition. Bonne année, donc 1445 à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le président de la République a formé ses vœux de nouvel an musulman à ses compatriotes en cette nouvelle année 1445 de l'Hégire. Et l'ONU alerte sur des vagues de chaleur intenses dans le monde. Voilà pour les titres. Bonne année à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé hier mardi ses chaleureux vœux de nouvel an musulman à l'ensemble de ses compatriotes et concitoyens. Il a formulé l'espoir que Dieu Tout-Puissant guide nos pas dans le droit chemin et que cette nouvelle année soit empreinte de sérénité, de réussite et de réalisation personnelle et collective afin de voir notre pays et tous les siens prospérer davantage dans la paix, la solidarité et la cohésion, a ajouté le président Guelleh. Comme à l'accoutumée, le président de la République a reçu dans le contexte actuel d'avènement du Nouvel An les messages de félicitations émanant de la part des chefs d'État et de gouvernement des pays arabes et amis et musulmans également. Dans leurs correspondances respectives, les leaders arabes et musulmans souhaitent santé et bonheur au président Guelleh ainsi que davantage de développement et de prospérité au peuple djiboutien. A noter que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé lui aussi des messages similaires à ses homologues chefs d'État et de gouvernement des pays arabes et amis. Il a souhaité des vœux de santé et de bonheur à chacun de ses dirigeants, ainsi que davantage de paix et de prospérité à leurs peuples respectifs. Le chef de l'État djiboutien a profité aussi de l'occasion du Nouvel An musulman pour former l'espoir d'un règlement rapide des conflits engagés sur le fondement de différences culturelles et religieuses. Puisse Dieu permettre l'évolution de notre monde en un espace de plus grande tolérance afin d'apprécier la richesse de notre diversité culturelle et religieuse. Le Nouvel An musulman marque le début de l'année dans le calendrier islamique et est une période de réflexion, de renouveau spirituel et de fraternité. C'est un moment propice pour les musulmans du monde entier afin de méditer sur leur aspiration, de renforcer les liens familiaux et de réaffirmer les valeurs de compassion, de générosité et de solidarité qui sont au cœur de l'islam. Une cérémonie de lancement portant sur la formation en économie verte a été organisée hier après-midi au sein du centre de développement communautaire d'Ali Sabieh à l'endroit de 35 jeunes ruraux de la région. Cette initiative menée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture s'inscrit étroitement dans la continuité de ces programmes des activités estivales lancées au début du mois de juin. Une forte délégation conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assowe, en présence du préfet de la région d'Ali Sabieh, Abdelmalik Mohamed Benoïta, du vice-président du conseil régional, ainsi que des honorables parlementaires de la région, des élus régionaux, ont assisté donc à cette cérémonie d'ouverture officielle de cette formation en économie verte. Cette formation, aussi bien théorique que pratique sur l'économie verte, est prévue donc du 18 au 22 juillet 2023 et permettra aux bénéficiaires d'acquérir les compétences nécessaires pour construire un avenir durable. En collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère de l'Agriculture, cette initiative innovante des domaines de l'économie verte aidera les jeunes ruraux de la région d'Ali Sabieh à adopter une approche responsable et consciente de l'environnement tout en ouvrant de nouvelles perspectives d'emploi et de développement économique. Écoutons à présent l'intervention du préfet de la région d'Ali Sabieh, Abdelmalik Mohamed Benoïta. Que vous avez mis en place est une initiative louable. C'est l'économie verte pour la région d'Ali Sabieh et l'économie bleue pour celle du Nord. Donc ça met en valeur un peu ce que la région dispose. Donc c'est une très bonne approche et initiative. Et c'est un début. Et le fait qu'on associe la jeunesse dans cette initiative, c'est quelque chose qui va permettre d'assurer la continuité de cette approche-là que le ministère de l'Agriculture met en œuvre. Donc c'est un accompagnement que le ministère de la Culture et de la Jeunesse apporte sa contribution pour que ces jeunes s'intéressent
davantage à cette activité qui peut être une activité rémunératrice. Donc ça peut être comme un projet générateur des revenus. Aujourd'hui, comme vous le savez, tout le monde ne peut pas être employé dans les administrations de l'État. L'entrepreneuriat est encouragé et le ministère de la Jeunesse et de la Culture est sur cette voie pour accompagner la jeunesse de Assadjoug et de Baninjoug. Ce n'est pas que des Assadjoug qui sont là, n'est-ce pas? Donc, et les Baninjoug. Donc, vous êtes avec des experts qui vont vous former durant toutes ces périodes. Donc, essayez d'apprendre de ces experts et de mettre en œuvre, Inch'Allah, ces activités ou ces expertises qui vous seront transmises, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Écoutons également l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumena Assoué. C'est un honneur et un plaisir d'être avec vous ici à Ali-Sabieh, qui pour moi, en termes de diversification économique, est la région de l'économie culturelle et de l'économie agricole. Et d'ailleurs, entre les deux, souvent, il y a beaucoup de passerelles. Quand je parle d'économie culturelle, on en parlait avec le préfet, c'est tous ces savoir-faire ancestraux et traditionnels. Et donc, cette économie culturelle et cette économie agricole, et moi je dirais même agro-pastorale, il faut que les jeunes s'en approprient. Il faut que les Assadjoug et les Baninjoug soient incollables sur la culture de l'agriculture. Donc les programmes que nous avons initiés en insertion professionnelle cette année, c'est des programmes qui vont dans les sens de priorité et des axes d'orientation du gouvernement, qui sont ce qu'on appelle la diversification économique. Et Djibouti n'est pas seulement faite d'économie de services, elle est faite aussi d'économie verte, d'économie bleue, d'économie culturelle et tant d'autres. Et donc, apprendre aux jeunes que les opportunités d'emploi sont multiples, vraiment multiples. Et donc, c'est une piqûre. Peut-être qu'il y aura une suite, mais c'est déjà pas mal que vous puissiez passer quelques jours de votre été, de vos vacances d'été, à se rassembler ici au CLAC pour pouvoir parler d'économie verte. Mais des moments de retrouvailles comme ça, vous allez vous reconnecter avec les experts de ces domaines, vous allez pouvoir échanger avec vous, vous allez pouvoir parler et même vous allez être ce qu'on appelle une force de proposition. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que la jeunesse propose, qu'elle dise on veut ça, on souhaiterait ça, c'est comme ça qu'on voit les choses et que comme ça, peut-être, elle serait beaucoup plus intégrée et elle s'approprierait mieux ces perspectives de développement durable que le gouvernement et les politiques mettent en place. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là. Pour les personnes à besoins spéciaux, il faut toujours qu'il y ait un pourcentage, vraiment qu'il y ait 15% et même plus. Même chose pour les femmes. On a été agréablement surpris qu'à Obok, sur l'économie bleue, il y a des femmes qui ont suivi cette formation-là. Donc je vous dis très bonne continuation. On se retrouvera peut-être le jour de remise d'attestation. Gardez-la bien au chaud, gardez-la vraiment précieusement parce qu'il y aura une suite, plusieurs suites à ce programme et vous en serez les premiers bénéficiaires. Dans l'actualité également, sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et de la recherche, une réunion de haut niveau a eu lieu hier en vue de préparer la prestigieuse cérémonie de remise du baccalauréat qui se tiendra dans la capitale ainsi que dans les 5 régions du pays. Cette réunion a été l'occasion pour les hauts cadres du MENFOP et du ministère de l'Éducation de se réunir et de travailler conjointement à l'organisation d'un événement d'envergure nationale qui célébrera la réussite et le mérite des brillants diplômés du baccalauréat qui marquent ainsi une étape importante dans leur parcours académique. Et le secrétaire général du MENFOP a souligné l'importance de cette cérémonie, mettant en avant le rôle essentiel que joue l'éducation dans le développement de la société. Il a également exprimé sa fierté envers les jeunes diplômés qui ont démontré leur dévouement et leur persévérance tout au long de leur parcours scolaire. Au cours de cette réunion, plusieurs points ont été finalisés, notamment le choix des lieux pour les cérémonies de remise du baccalauréat dans chaque région, l'élaboration d'un programme détaillé pour chaque cérémonie, incluant les discours officiels, les remises de diplômes et autres moments marquants, la logistique nécessaire pour assurer le bon déroulement des cérémonies telles que la sécurité, le protocole ou encore les services d'accueil.
La tour de la zone franche internationale de Djibouti, située au PK23, a abrité hier une cérémonie de signature d'une convention entre l'Agence djiboutienne des normes de la qualité, l'ADN, et le Djibouti Port Community System, le DPCS. Il s'agit là d'un accord de partenariat dans le but d'améliorer la qualité des services et de faciliter les activités de contrôle des normes et de qualité des produits issus de l'importation. À travers la plateforme numérique et le système du guichet unique et de la communauté portuaire, l'ADN pourra mieux contrôler à distance les différents produits commerciaux importés, et ce, dès leur entrée sur le territoire djiboutien. En effet, la concrétisation de ce programme d'accord de partenariat entre l'Agence djiboutienne de normes de la qualité et le Djibouti Port Community System est le fruit d'efforts conjugués des deux dirigeants qui ont conclu et paraphé les termes de la dite convention. Et lors d'un mot prononcé à cette occasion, le directeur général du DPCS, Ouassama Mohamed, de qualifier la convention d'une étape significative témoignant de l'engagement du DPCS à la collaboration, à l'harmonie ainsi qu'à sa inébranlable conviction quant à l'importance des normes. Nous l'écoutons. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer une étape significative dans la numérisation du secteur de la logistique et du commerce, qui ponctue notre écosystème. Nous comprenons que pour véritablement révolutionner ce domaine, nous devons investir dans un environnement où les normes sont non seulement rigoureuses, mais sont également universellement respectées. C'est pour cette raison que notre convention de partenariat avec l'Agence des normes revêt une importance si primordiale. Aujourd'hui, nous ne signons pas seulement un partenariat, nous signalons notre engagement envers la collaboration, notre dévouement à l'harmonisation et notre conviction inébranlable quant à l'importance des normes. L'Agence des normes, avec ses missions essentielles de promotion des normes et des meilleures pratiques, est un partenaire idéal. Leur expertise jouera un rôle pivot dans la définition de notre voie à suivre afin d'améliorer la qualité de nos services et de renforcer le commerce avec les outils numériques du futur. Nous sommes impatients de débloquer de nouvelles synergies, de stimuler l'innovation et de contribuer à la croissance durable de l'industrie numérique. Pour conclure, je voulais exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont travaillé sur la réalisation de ce partenariat. Écoutons à présent l'intervention du directeur général de l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité. Ça nous permettra d'améliorer la qualité du service que l'Agence djiboutienne des normes fait aux contribuables djiboutiens, mais aussi permettre à ce que le DPCS puisse aussi avoir une meilleure utilisation, une meilleure vision de l'application des normes au sein de son système, mais aussi dans l'utilisation de ces services pour la communauté qui utilise la plateforme. Cette collaboration permettra à nos deux agences d'améliorer chacun dans son domaine leur expertise et la qualité des produits et services proposés aux partenaires et parties prenantes qui utilisent le système. Cela garantira pour l'Agence djiboutienne des normes, nous sommes heureux de pouvoir signer cette convention, de ce partenariat, et ce n'est qu'un début. Et comme m'a dit mon ami, les échanges que nous allons utiliser grâce à cette convention, la collaboration qui sera issue de cette convention pourra avoir un résultat fructueux, mais surtout permettra à ce que tous les deux nous puissions avancer de manière sereine et participer au développement de notre pays. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler de l'économie bleue, la préservation d'un cadre de vie de qualité pour les populations et la biodiversité, et la vision principale de l'économie liée à la promotion d'un équilibre entre le développement économique, les ressources océaniques, communément appelées économie bleue. Regardez, c'est un document de la rédaction. Avec sa façade maritime de 314 km allant de la mer Rouge à l'océan Indien en passant par les détroits de Bab el-Mandeb, avec son littoral et ses ressources énergétiques et halieutiques, la République de Djibouti jouit d'un capital maritime important. Djibouti a pris l'engagement de faire de l'économie bleue un moteur de croissance et de développement durable des secteurs productifs comme la pêche, l'aquaculture, le tourisme, les transports, la construction navale, l'énergie, la bioprospection, l'exploitation minière sous-marine et les activités connexes.
À travers cette stratégie, le gouvernement entend créer les conditions pour l'attractivité des investissements publics et privés nationaux et internationaux pour sa mise en œuvre. Le développement de l'économie bleue étant une véritable opportunité pour la diversification de l'économie de notre pays. Djibouti, en fin du mois de mai en 2023, cette année, a développé sa propre stratégie nationale de l'économie bleue. Cette stratégie est calée à la stratégie régionale de l'Union africaine qui a été développée en 2021, qui a été adoptée le 1er avril 2022. Notre stratégie présente une vision ainsi que des principes directeurs et des objectifs stratégiques. Avant la validation de cette stratégie nationale, qui a été validée au cours d'un atelier, de validation durant 3 jours, avant cette validation, il y a eu tout d'abord un atelier de concertation qui a permis d'identifier l'ensemble des acteurs prenants et les acteurs clés et les parties prenantes qui interviennent dans ce secteur de l'économie bleue. Comme vous le savez, le secteur de l'économie bleue est un nouveau secteur. Mais il faut savoir que le secteur, quant à lui, englobe des secteurs traditionnels qui existaient, mais aussi d'autres secteurs qui font l'émergence de nouveaux secteurs qui émergent. Par la suite, au mois de mai, la stratégie a été adoptée par l'ensemble de ces acteurs clés. Et la stratégie présente aujourd'hui 3 principes directeurs ainsi que des objectifs stratégiques qui permettent à ce que l'ensemble des acteurs qui ont été identifiés intègrent. Pour concrétiser la fiabilité et la mise en œuvre de la conférence sur les stratégies régionales de l'économie bleue qui s'est tenue en avril 2022 à Addis Abeba, les ministères de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'autorité intergouvernementale pour le développement avaient élaboré un atelier de validation et d'adoption de la stratégie nationale d'une durée de 10 jours à l'ensemble des secteurs traditionnels de l'économie bleue qui s'est clôturé au Sheraton Hotel. L'objectif de cet atelier consiste à sensibiliser les intervenants au renforcement du rôle de l'économie bleue dans le développement durable comme moteur de croissance. L'initiative Croissance Bleue est un cadre accompagné et appuyé financièrement par la Suède dans la région de l'IGAD qui comprend 8 pays. Stratégie nationale de l'économie bleue. En tant que participant des régions côtières, M. Maki Humagaba a indiqué que le concept de l'économie bleue incorpore une nouvelle approche dans les exploitations économiques durables des ressources des océans, des lacs, des rivières et autres plans d'eau et la conservation des écosystèmes aquatiques. Les secteurs identifiés comme relevant de l'économie bleue à Djibouti sont entre autres les activités portières et maritimes, la pêche, l'exploitation des sels, la société Jibar pour l'exportation des produits halieutiques, Djibouti Telecom pour ses canaux essentiels pour le transport de flux, information. Près de 500 câbles traversent nos profondeurs maritimes pour transmettre des données. La santé des océans, des côtes et des écosystèmes d'eau douce est primordiale pour la croissance économique et la production alimentaire, mais elle est également essentielle à la lutte contre les réchauffements climatiques. L'économie bleue est très importante. Ce concept a été lancé pour la première fois en 2012 lors du 10e anniversaire du sommet de Rio. Il y a eu une réunion au Brésil, à Rio de Janeiro. C'est lors de cette conférence mondiale qu'a été lancé pour la première fois ce concept d'économie bleue. Et Djibouti a la chance d'avoir d'abord un milieu marin, nous sommes un pays côtier, mais surtout dans notre pays, le milieu terrestre les ressources naturelles sont moins importantes dans le milieu terrestre du fait de la désertification. Nous avons une pluviométrie qui est très faible. Nous n'avons pas des lacs, nous n'avons pas des rivières, donc il est difficile de développer par exemple l'agriculture, qui est la principale activité économique dans les pays africains. Par contre, nous avons un milieu marin qui peut nous donner l'opportunité de se développer encore plus sur le plan économique. Donc déjà, l'IGAD a développé une stratégie régionale d'économie bleue. Et à la suite de cette stratégie régionale, chaque pays a développé une stratégie nationale. Et Djibouti, comme tous les pays membres de l'IGAD, avec le soutien de l'IGAD, a développé une stratégie nationale de l'économie bleue. Et cette stratégie met l'accent sur les opportunités dont puisse bénéficier Djibouti en tant que pays côtier. La viabilisation de ces projets novateurs économie bleue est une source d'espoir pour une diversification durable de l'économie djiboutienne.
Nous ne pouvons pas être aussi pauvres alors que nous disposons des mers aussi riches. C'est pourquoi que notre pays doit se développer dans le domaine de l'économie durable pour que toutes les activités économiques dérivant de la mer puissent profiter à la population. Dans l'actualité également, les travaux de la consultation nationale sur la déclaration de Kampala sur l'emploi, les moyens de subsistance et l'autosuffisance pour les réfugiés, les rapatriés, les communautés d'accueil se sont achevés hier au Sénéhill Center à Arta. La directrice de la division de la santé et développement social de l'IGAD, Fathia Aboubakar Alouane, a dirigé les débats qui ont permis de ratisser large sur l'ensemble des actions et des moyens mis en œuvre pour permettre aux réfugiés, rapatriés et communautés d'accueil de vivre dignement et en parfaite autonomie. Le rapport de la consultante sur le plan d'action issu de la déclaration de Kampala et les activités déjà mises en œuvre ont nourri les échanges entre les cadres et les représentants des ministères sectoriels compétents, les agences onusiennes, les acteurs secteurs privés et les représentants des communautés de réfugiés. Les participants ont pris connaissance de l'ensemble des projets déjà en cours de mise en œuvre. La déclaration de Kampala, c'est une déclaration régionale. C'est une déclaration régionale, c'est un engagement qui a été pris par tous les pays de l'IGAD, dont Djibouti. En quoi elle consiste, comment est-elle définie? Elle soutient en fait l'idée qu'il faut autonomiser les réfugiés, qu'il faut leur donner de l'emploi et qu'il faut les accompagner en leur donnant les moyens de subsistance. Nous sommes là aujourd'hui pour que justement les discussions soient ouvertes au niveau du niveau national, mais surtout une idée nouvelle, c'est d'inclure le secteur privé parce qu'ils peuvent jouer un rôle très important dans l'autonomisation et l'accès à l'emploi de ces groupes vulnérables. Ces groupes, qui sont-ils? Les réfugiés, les personnes déplacées, mais aussi les populations hautes. Et là, nous passons à l'actualité internationale. L'Afrique du Sud accueille le dialogue des partis politiques BRICS pour 2023. Des représentants des partis politiques mondiaux ont participé jeudi à un forum de dialogue dans la ville sud-africaine d'Uker-Ouleni, un mois avant le sommet des BRICS qui se tiendra à Johannesburg. L'Afrique du Sud accueille le dialogue des partis politiques BRICS plus 2023 sous le thème BRICS et l'Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et une croissance inclusive. Plus de 54 pays politiques du monde entier participent au forum selon le Congrès national africain. Les sujets du dialogue se concentrent sur la paix et la sécurité mondiale, le multilatéralisme inclusif, le renforcement des BRICS et l'élargissement de leur partenariat d'adhésion pour une croissance mutuellement accélérée et un développement durable, a indiqué l'ANC. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition, l'ONU a appelé le monde à se préparer à des vagues de chaleur plus intenses, invitant chaque individu à élaborer ses propres plans de lutte pour affronter les températures extrêmes. En Amérique du Nord, en Asie, en Afrique du Nord et dans le bassin méditerranéen, les températures vont dépasser les 40 degrés Celsius pendant plusieurs jours cette semaine. La semaine dernière, le Maroc et l'Algérie ont enregistré des températures parmi les plus élevées du continent avec respectivement 47,5 et 48 degrés Celsius. L'un des phénomènes notables que nous avons observé est que le nombre de vagues de chaleur simultanées dans l'hémisphère nord a été multiplié par 6 depuis les années 80. Cette tendance ne montre aucun signe de diminution. Il convient également de noter que juillet et août sont les mois les plus critiques pour les vagues de chaleur extrêmes. Elles ont déjà touché l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, l'Afrique, le Moyen-Orient et maintenant l'Europe. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre très aimable attention.